Grand, mais grand, grand la divinité, grand, grand la divinité, grand, nous arrêter ici au prochain numéro. Grand, mais grand, grand la divinité, grand, grand la divinité, grand, nous arrêter ici au prochain numéro. L'insurrection du Sud en Martinique, le cri des mornes. Nous sommes en février 1870, sous le Second Empire. Léopold de Lubin, un jeune cultivateur et entrepreneur en BTP du Marin, se rend sur le chantier du canal de la sucrerie de la commune, où travaille son père. Il est issu d'une famille d'anciens libres de couleur qui s'est enrichie avant l'abolition de l'esclavage. Très connue, elle s'était particulièrement signalée lors de l'insurrection de mai 1848. Sur la route, il rencontre, près de l'habitation Grand Fond du Marin, deux blancs. Pelé de Lautrec est accompagné d'Augier de Maintenon, un fonctionnaire colonial tout juste débarqué à la Martinique. Le chemin étroit ne permet pas le passage des 3 chevaux. Augier de Maintenon exige de Lubin qu'il écarte son cheval et qu'il le salue. Lubin ne bouge pas. Il le désarçonne alors et le cravache. Lubin demande justice aux autorités. En vain. Le 25 avril, il se rend donc au Marin et cravache de Maintenon pour se faire justice. De Maintenon blessé obtient 20 jours d'incapacité de travail. Lubin est arrêté et emprisonné. Une pétition et une souscription circulent clandestinement dans les campagnes à l'initiative des femmes. Lubin est jugé le 19 août 1870. La séance au tribunal est houleuse. Une foule soutient Lubin. Les 4 hommes de couleur tirés au sort comme assesseurs ont été remplacés par des blancs. L'un d'eux, Cléo Codet, grand propriétaire à Rivière-Pilote, connu comme un monarchiste esclavagiste avéré, veut faire un exemple de ce nègre qui a osé lever la main sur un blanc. Quant à Augier de Maintenon, il est le beau-frère d'un des magistrats. Lubin est condamné à 5 années de bagne. Les habitants des campagnes sont en colère contre les provocations de Codet et l'immense injustice faite à Lubin, qui se pourvoit en cassation. La Troisième République, officiellement proclamée à la Martinique le 22 septembre 1870, 18 jours après la métropole, est porteuse d'un espoir d'égalité sociale qui pourrait mettre fin à l'injustice des Blancs. Le décret arrive sur le même paquebot que celui qui rejette le pourvoi en cassation de Lubin. Le 22 septembre, les premiers incidents éclatent à Rivière-Pilote. Les insurgés veulent libérer Lubin et se venger des Blancs. Des manifestants se dirigent vers l'habitation Codet à Lamoni. Ils sont rejoints par Eugène Lacaille, mulâtre, propriétaire de l'habitation du Morne-Honoré à Rivière-Pilote, et par le boucher Louis Telga. Des femmes et des hommes s'écrient alors « Mort aux Blancs! Mort à Codet! Libérez Lubin !» mais aussi « Vive la République !» On entend également des revendications sur les salaires et le partage des terres. Codet s'enfuit. Des femmes qui portent des torches enflammées et des bâtons en guise de pique incendient l'habitation Codet. C'est le début de l'insurrection du Sud. Très vite, des soldats du Marin sont déployés à Rivière-Pilote, tuant 2 insurgés. Entre la nuit du 23 et le 25 septembre, des pillages et des incendies ont lieu dans les habitations. La colère se propage dans les campagnes du sud de la Martinique. Les propriétaires blancs, effrayés, ont en mémoire l'insurrection haïtienne. À partir du 24 septembre, Eugène Lacaille organise sur son habitation un camp de 600 insurgés avec Louis Telga, d'où il mène des opérations nocturnes. Certaines femmes sont très actives dans la lutte, notamment dans l'armée de Telga, où en première ligne, elles combattent avec des pierres et préparent des bouteilles d'eau pimentée destinées à aveugler la troupe. Au petit matin du 24, Codet est repéré dans un champ de canne à Rivière-Pilote par une insurgée, Madeleine Clem. Il est mutilé et frappé de 50 coups de coutelas. Ses plaies auraient été arrosées de liquide salé et pimenté par, semble-t-il, Rosalie Soleil. Dès le début de l'insurrection, l'armée est déployée. Les Blancs et quelques mulâtres forment également des milices. Ces troupes,
de plus en plus nombreuses et organisées, sèment la terreur. Elles sont équipées de fusils performants, alors que les émeutiers ne sont armés que de quelques vieux fusils de chasse, de coutelas et de pics de bambou. C'est un véritable massacre. Arrestations, fusillades arbitraires, destruction des cultures vivrières, incendie de cases. Le 30 septembre, le gouverneur proclame l'amnistie pour arrêter la sanglante répression. Mais les élites réactionnaires se font plus arrogantes et réclament des mesures expéditives. Les arrestations sont massives. Certains insurgés réussissent à y échapper, dont Telga et Madeleine Clem, grâce à la solidarité qui s'organise. Que faut-il retenir ? L'affaire Lubin montre la permanence des structures sociales, des hiérarchies et discriminations raciales après l'abolition de l'esclavage. La proclamation de la Troisième République, dont l'annonce est simultanée avec le jugement de Lubin, fait naître un espoir d'égalité et de justice sociale. Les campagnes s'embrasent. Pillages, incendies, violences, massacres s'observent dans le sud de l'île. Mais quand la divinité, quand la divinité, quand nous arrêtons ici au prochain numéro. Quand la divinité, quand la divinité, quand nous arrêtons ici au prochain numéro.